Bonjour, bonsoir. Merci d'être présent sur ce live organisé par le Conseil national de l'Ordre des kinésithérapeutes. Je suis Jean-François Dumas, le secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des kinésithérapeutes, et nous sommes très fiers d'organiser cet événement qui vient marquer une évolution majeure dans l'évolution de la profession, l'expérimentation de l'accès direct à un kinésithérapeute dans le cadre des CPTS, de l'exercice en CPTS. Je vais présenter d'abord les deux personnes qui m'accompagnent. Donc à ma droite, Sophie. Bonsoir à tous, je suis Sophie Di Giorgio, je suis la trésorière générale du Conseil national de l'Ordre des kinésithérapeutes. Je suis aussi kinésithérapeute dans un des départements concernés par l'expérimentation accès direct, un département d'Occitanie qui s'appelle le Gers, et donc je suis là pour aussi témoigner de mon expérience dans ce domaine. Merci Sophie, et je vais vous présenter Madame Grobost. Donc, bonsoir à tous, Anne-Sophie Grobost, la directrice juridique du Conseil national, et donc je suis présente pour notamment rappeler le cadre juridique, législatif et réglementaire de cette expérimentation. Alors, je parlais d'évolution, c'est peut-être même une révolution juridique, parce que c'est la première fois finalement que des kinésithérapeutes vont pouvoir exercer leur activité, leur profession, leur art, sans l'obligation d'avoir une prescription médicale. Et on va vous expliquer comment. Je voudrais quand même revenir en introduction sur l'évolution de cet exercice professionnel. C'est une évolution qui a été lente. C'est un parcours législatif d'abord qui a été long, semé d'embûches. Tout est parti de 2016 avec un législateur et une ministre qui était Marisol Touraine. J'aime citer le nom des ministres qui ont fait avancer la profession, grâce à qui donc, on a pu avoir une nouvelle définition de la profession. C'est l'article L 4321-1 du Code de la santé publique. Pour faire simple, les kinésithérapeutes, en tout cas la kinésithérapie, n'est plus définie par rapport à deux techniques, le massage et la gymnastique médicale, mais désormais par des missions. Voilà, ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été quasiment la même, une année avant, en 2015, un nouveau cadre de formation initiale, une formation initiale qui passe à 5 ans. 2017, de mémoire, la création d'un Conseil national des universités, avec une section, de mémoire, c'est la section 91, qui est la section de la rééducation et de la réadaptation. Donc c'est l'organisation de la discipline, de la recherche, de l'universitarisation de la recherche pour les kinésithérapeutes. Et donc, je vais donner la parole après à la directrice juridique, mais tout cela, ça a permis de faire évoluer la loi avec une loi majeure en matière d'accès direct, qui est une loi qui date du 19 mai 2023, et notre directrice juridique va vous retracer les étapes juridiques de cette étape jusqu'à l'expérimentation dans les CPTS. Merci, monsieur le secrétaire général. Donc, effectivement, la loi de mai 2023, donc du 19 mai, a prévu le dispositif d'accès direct, notamment. Alors, ce n'est pas l'objet de ce live de ce soir, mais dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux. Et une expérimentation était d'ores et déjà prévue, nonobstant la prise de textes réglementaires qui se sont un peu fait attendre. Donc, dès 2023, l'expérimentation est prévue par les textes. Et donc, il faut peut-être rappeler rapidement ce qu'est une CPTS. Une CPTS est donc une communauté professionnelle territoriale de santé qui regroupe des professionnels sous forme de réseau dans un même territoire qui souhaitent donc s'organiser, ils le décident, bien sûr, c'est à leur initiative, autour d'un projet de santé pour répondre donc à des problématiques communes au sein de ce même territoire. Et donc, suite à cette loi, nous avons dû attendre la parution d'un décret et d'un arrêté pour prévoir les modalités de cette expérimentation. Donc, il y a eu un décret en juin 2024, puis un arrêté en juin 2025 qui est donc enfin venu, puisque nous l'attendions, lister les départements qui sont concernés par cette expérimentation. Donc, l'expérimentation, elle peut désormais débuter pour une durée de 5 ans.
Et donc, au sein de ces 20 départements donc, qui s'affichent et donc, dont vous pouvez prendre connaissance, je ne vais pas vous les lire, hein, bien sûr. Il y a notamment le Gers, que Madame Di Giorgio évoquait tout à l'heure et sur lequel elle va revenir. Mais donc, ces 20 départements, vous les retrouvez sur le site du Conseil national de l'ordre. Donc, je vous invite à aller les consulter un par un. Et donc, les conditions maintenant de cette expérimentation, donc être membre d'une CPTS. Donc, si vous êtes bien sûr situé dans l'un de ces 20 départements, vous devez donc déclarer votre participation auprès de l'Agence régionale de santé. Et donc, il y a une application, donc on vous a mis un QR code ici. Donc, chaque ARS, bien sûr, sur le site de chacune des ARS, vous pouvez, via ce site, vous pouvez déclarer votre participation à l'expérimentation. Mais il y a également un site national. Et donc, le QR code vous permet d'accéder à ce site national qui est la porte d'entrée unique pour faire cette déclaration. Alors, par la suite, on vous précise un petit peu aussi les modalités. Donc, les modalités sont les suivantes. Vous devez joindre à votre demande, évidemment, un justificatif qui vous permet d'attester que vous exercez bien dans une CPTS au sein de ce département. Et alors, nous vous le rappelons à cette occasion, ce document fait partie de ceux qui doivent être transmis obligatoirement au Conseil de l'ordre, puisque c'est un document qui est relatif à vos modalités d'exercice. Donc, n'oubliez pas de le transmettre à votre conseil départemental de l'ordre. Alors, quand vous serez autorisé par l'ARS, vous figurez sur une liste donc, qui sera publiée sur le site internet de l'ARS. Et l'ARS, donc le directeur général, transmettra les noms de ceux qui sont éligibles et ont intégré l'expérimentation aux organismes de sécurité sociale locaux, puisque c'est via cette transmission qu'ensuite le remboursement de vos actes pourra intervenir. Et alors, un rappel aussi qui est important, c'est que vous avez jusqu'à 6 mois avant la fin de l'expérimentation pour pouvoir intégrer le dispositif. Alors, si donc vous avez rempli toutes ces conditions, donc voilà, vous avez été autorisé par l'ARS, que les éléments ont été transmis à l'assurance maladie, donc vous pouvez démarrer votre activité en accès direct. Alors maintenant, ce qu'il est important de comprendre, ce sont les conditions de votre activité. C'est-à-dire qu'il y a 2 cas de figure. Soit votre patient a eu un diagnostic médical préalable, auquel cas il n'y a pas de limitation, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre patient en accès direct et bien sûr, votre bilan vous permet de déterminer les conditions de sa prise en charge, le nombre de séances et voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc, classiquement, ce que vous faites tous les jours. Si en revanche, le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, vous avez une limitation de prise en charge à 8 séances. Alors, à tout moment, bien entendu, lors de votre bilan, à tout moment dans le cadre de votre prise en charge, il faut bien sûr orienter votre patient vers son médecin traitant ou un autre médecin, le cas échéant, dès lors que vous estimez, en tant que professionnel de santé, qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire. Dernière chose, ou presque dernier élément, mais en tout cas très important, puisqu'il fait partie de ces conditions qui sont prévues par les textes réglementaires. Vous devez absolument reporter dans le dossier médical partagé du patient le bilan et le compte-rendu des soins réalisés. C'est de cette façon que le médecin traitant pourra prendre connaissance de cette prise en charge et puis que le patient également pourra y avoir accès. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore membre d'une CPTS, nous vous invitons bien entendu à rejoindre la CPTS de votre territoire ou, le cas échéant, en créer une. Et donc, nous vous avons mis aussi là un QR code, mais vous retrouvez aussi toutes ces informations sur le site internet du Conseil national. Merci infiniment. Je voudrais rappeler qu'on est disponible pendant au moins 1 heure. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un chat qui vous permet d'inscrire toutes vos questions. On va répondre aux questions par la suite. Il n'y a pas de questions taboues. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Je voudrais rappeler que l'accès direct type expérimentation CPTS n'est absolument pas un transfert de compétences, une délégation de tâches, contrairement à 2 dispositifs qui existent déjà et qui sont souvent confondus avec l'accès direct expérimentation CPTS, qui sont les 2 protocoles, torsion de la cheville et lombalgie aiguë, dans lesquels il y a des transferts de compétences, des transferts de tâches, et pour lesquels les kinésithérapeutes peuvent faire de la prescription, d'imagerie, de molécules et autres. Ça n'est pas cela l'accès direct CPTS, c'est à compétence
équivalentes, égales. Il n'y a absolument pas de transfert de compétences. La seule différence, c'est que vous n'avez pas de prescription médicale pour prendre en charge le patient et on va vous détailler les modalités en répondant à vos questions. Donc cet accès direct, c'est une véritable avancée en fait pour les patients. Il faut le voir comme un outil, un instrument qui permet de fluidifier le parcours de soins du patient. Ça permet de donner des réponses à des patients qui sont totalement démunis. Pour certains, il y en a 6 millions en France qui n'ont pas de médecin traitant. Parmi ces 6 millions, vous en avez quasiment 500 000, 470 000 je crois, qui sont porteurs d'une ALD et qui n'ont pas de médecin traitant, à qui le système de santé ne peut pas actuellement donner de réponse dans les soins, notamment en médecine de ville. Donc l'objectif de l'accès direct, c'est de fluidifier, c'est de permettre à un patient d'avoir une consultation avec un kinésithérapeute dans le cadre de son champ de compétences. Et donc cette consultation en accès direct, elle peut déjà donner une réponse extrêmement rapidement à un certain nombre de patients. Pour les autres, obligation, charge est faite au kinésithérapeute de réorienter et non pas de trier. J'entends souvent le mot triage. On est plutôt dans l'orientation de professionnels. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est une étape clé de confiance envers les kinésithérapeutes, envers les professionnels qui souhaitent effectivement s'inscrire dans cette expérimentation. Et c'est aussi très très lié à l'exercice coordonné. Si vous regardez ça de près, seuls les professionnels en exercice coordonné peuvent faire bénéficier leurs patients d'un accès direct à la kinésithérapie. Ceci étant rappelé, je vais passer la parole à Sophie, puisque Sophie fait partie effectivement de l'expérimentation, et j'ai oublié de rappeler que j'exerce dans une maison de santé, et donc à ce titre, une partie de mes patients viennent me voir en accès direct, et je le détaillerai si vous le voulez, parce qu'en fait c'est surtout dans le renouvellement des patients chroniques que l'accès direct a permis de fluidifier leur parcours. Mais je voudrais, Sophie, que tu nous présentes un petit peu la manière dont tu t'es intégrée dans cette expérimentation, et c'est extrêmement récent, parce que ça date de cet été. Oui, donc pour ce qui nous concerne, l'ARS Occitanie a mis à disposition dans le cours de l'été, via la plateforme Démarche Simplifiée, la possibilité de s'inscrire et donc d'intégrer les listes qui sont publiées actuellement sur le site de l'ARS. Ça veut dire que le directeur de l'ARS a transmis nos coordonnées à l'assurance maladie et donc on peut d'ores et déjà appliquer ce dispositif d'expérimentation. Alors, le secrétaire général l'a rappelé, on est à compétences égales, on fait des choses qu'on savait déjà faire, c'est-à-dire recevoir un patient qui souffre, faire un bilan initial, essayer de repérer ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Pour ça, vous avez éventuellement un guide qui a été fait par le Conseil national, qu'on a mis à disposition sur le site du Conseil national de l'ordre. C'est le guide des pathologies sérieuses et qui reprend tout ce qui peut alerter en fonction des pathologies, tout ce qui va alerter et qui va nécessiter immédiatement une réorientation pour avoir un diagnostic médical. Donc dans ce cas-là, on réoriente, mais ça on savait déjà le faire, c'est-à-dire que même avec une prescription, quand des drapeaux rouges se présentaient, on était systématiquement en réorientation, même avant ce dispositif. Après, on fait un bilan de kinésithérapie. S'il y a donc un diagnostic, c'est plutôt assez classique comme prise en charge, sauf qu'il n'y aura pas de prescription médicale. Si le diagnostic est déjà posé, l'assurance maladie nous a dit, à ce moment-là, il faudra justifier par tout moyen le fait que ce diagnostic a déjà bien été posé par un médecin. Et à ce moment-là, on peut démarrer directement avec le bilan diagnostic et avec derrière un nombre de séances et un projet de soins adapté au cas d'espèce. S'il n'y a pas de diagnostic posé, on fait le bilan de kinésithérapie, on projette un certain nombre de séances ou pas. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un patient qui vient parce qu'il a une lombalgie, puis en fait, il pense qu'il s'est fait une entorse de la cheville, alors il a besoin qu'on regarde son pied parce qu'il s'est fait mal et qu'il pense qu'il est au bon endroit pour parler de son entorse de cheville. Et en faisant le bilan, on voit qu'on n'est pas tout à fait sur ça. Donc deux solutions, soit on
on va réinitier un certain nombre de séances pour une entorse de la cheville, parce que entorse de la cheville il y a, et donc à ce moment-là, on peut le prendre dans un cadre d'accès direct, quand bien même on est déjà sur un accès pour une lombalgie. Soit on va dire, ben non, il n'y a pas besoin de séance, et donc on va juste éventuellement facturer un bilan isolé à l'assurance maladie, en disant que derrière, ça n'ouvre pas de séance pour le patient. Dans tous les cas, il faut donc intégrer le dispositif, il faut intégrer le bilan initial et le résumé de ce qu'on a réalisé sur le patient au niveau du dossier médical partagé. Donc, en fonction des logiciels métiers que vous avez, il y a différentes manières de le faire, mais c'est plutôt assez simple puisqu'il y a un accès DMP. Moi, ça m'arrive aussi de passer par Mailise quand j'ai besoin d'informer plus rapidement un médecin, ou je passe par la messagerie sécurisée. Et après, ça suit son cours comme ça devrait suivre. Si jamais on arrive au bout de 8 séances avec un résultat qui n'est pas celui attendu, bien sûr, on réoriente immédiatement vers le médecin avec tous les éléments dont on dispose entre le bilan initial qu'on a fait et tout ce qu'on a essayé de réaliser avec le patient. Voilà. Bien, on va répondre aux questions, mais juste avant, je voudrais que notre directrice, parce que dans les différents entretiens que j'ai et sollicitations que je peux recevoir, on me parle souvent de l'assurance. Voilà. Est-ce qu'on est assuré quand on est un kinésithérapeute libéral ? Alors, on est déjà assuré, bien évidemment, en responsabilité civile professionnelle, mais quid de l'extension, finalement, de notre activité à de l'accès direct vis-à-vis de l'assurance ? Si vous pouviez répondre à cette question, je vous serais très reconnaissant. Alors, effectivement, le kinésithérapeute doit avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle. Ça fait partie des conditions d'exercice de la kinésithérapie en libéral. Alors, l'extension ou pas d'assurance, donc on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de transfert de compétences. Donc, le kinésithérapeute, finalement, il ne fait ni plus ni moins que ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire qu'il est dans son décret d'acte, il n'a pas de prérogatives supplémentaires qui lui sont accordées. Donc, adresser éventuellement une information à l'assurance, tout est possible, mais en tout état de cause, à mon sens, il n'y a pas, et les textes ne l'ont pas prévu, il n'y a pas de nécessité d'aller au-delà de la déclaration habituelle d'assurance, qui est celle de tout kinésithérapeute qui exerce dans le cadre de son décret d'acte. Et donc les actes réalisés dans le cadre de l'accès direct, la couverture en tout cas du kinésithérapeute s'impose à l'assureur, puisque c'est une disposition légale. Et la loi protège finalement le kinésithérapeute qui est dans ce dispositif. Vous êtes protégé par la loi. La loi vous habilite à prendre en charge sans prescription. L'assureur, s'il y avait le moindre problème, l'assureur derrière doit suivre. Je voulais juste, avant de passer aux questions, rappeler que c'est une expérimentation. Dans le cas des CPTS, ce n'est pas le cas pour l'accès direct qui est déjà pratiqué, par exemple, comme ce que je peux faire moi, dans mon cabinet, depuis 2023, parce que j'exerce dans une maison de santé. C'est le cas également pour ceux qui exercent en EHPAD, en clinique, dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les équipes de soins primaires et les équipes de soins secondaires. Voilà. Spécialisées, pardon. Équipes de soins spécialisées. Merci du correctif. Contrairement à ce qui se pratique donc, depuis 2 ans dans ces exercices coordonnés, en CPTS, c'est une expérimentation. Donc normalement, ça doit être évalué. L'évaluateur, je pense que c'est l'ARS. En tout cas, ça n'est pas l'ordre. Ce ne sont pas les organisations professionnelles, ça c'est certain. Néanmoins, nous ne connaissons pas les critères sur lesquels sera évaluée cette expérimentation. Mais sachez que vous serez observé. Donc par les autorités, votre autorité de tutelle régionale qui est l'ARS. Et donc, voilà, il y a des critères. Je ne sais pas, alors je ne peux absolument pas vous orienter sur les critères qui vont être pris en charge. Nous, en tout cas, au niveau de l'ordre, on va se battre effectivement pour prendre des critères pertinents pour démontrer l'intérêt pour les patients. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de fluidifier, c'est d'améliorer, c'est de soulager finalement le parcours du patient qui est parfois, qui s'assimile à un parcours du combattant. On y va pour les questions. Je vais transmettre les questions à chacune d'entre vous. Comment faire Donc c'est Patrice Foucault. Je me permets de citer les noms si ça pose un problème.
Je garderai les questions anonymes. Comment faire quand pas de médecin traitant? Je pense qu'on y a déjà répondu. Hein. L'objectif, c'est pouvoir répondre à des demandes de patients qui n'ont, pour certains, pas de médecin traitant. Donc, ça n'est pas une impossibilité de prendre en accès direct. Vous remettez à disposition du patient le bilan, le compte-rendu de votre intervention. Il en fait ce qu'il veut. Il n'a pas de médecin traitant. Vous ne pouvez pas l'envoyer au médecin traitant. Tu partages cette analyse, Oui, Sophie? tout à fait. Surtout que si on l'intègre au DMP, il est visible par le médecin quand il va consulter voilà, n'importe quel médecin ou service d'urgence qui va consulter ce DMP. Carla Maria de Azevedo. Ma question est simple. Si le diagnostic d'une maladie appartient au médecin, comment je peux recevoir à mon cabinet un patient sans diagnostic? Avons-nous le droit maintenant? Une douleur au dos peut signifier d'autres choses qu'une lombalgie. Alors, je ne pense pas que le diagnostic appartienne à un médecin, surtout en ce moment avec l'intelligence artificielle qui est en train de bouger toutes les lignes. En tout cas, s'il n'appartient au médecin, il est obligatoire. Il était obligatoire au kinésithérapeute pour pouvoir intervenir. C'était une autorisation à faire et une indication. Une autorisation à faire pour le professionnel et une indication à faire pour le patient. Alors le sacro-saint diagnostic médical, effectivement, est en train de nettement évoluer. L'accès direct permet quand même de faire des actes avec un bilan en kinésithérapie sans forcément avoir un diagnostic médical. C'est pour ça que c'est prévu par la loi et limité à 8 séances. La suite de la question qui est un peu plus précise, avons-nous le droit maintenant? Oui, dans le cas de la CPTS et de cette expérimentation dont on parle aujourd'hui, vous avez bien évidemment le droit. Une douleur au dos peut signifier d'autres choses, absolument. Donc là, on parle de l'exclusion à une prise en charge en kinésithérapie, de signaux d'alerte, de drapeaux rouges. Donc certains d'entre vous ont développé une expérience au cours de leur exercice depuis leur installation. Donc certains d'entre vous, certains d'entre nous prenaient déjà régulièrement des patients en accès direct. Néanmoins, ça n'interdit pas les professionnels de se rapprocher d'organismes de formation pour, s'ils ne se sentent pas à l'aise dans certains champs, suivre une formation à cette prise en charge en accès direct. Le fameux guide des pathologies sérieuses dont vous a parlé Sophie est à votre disposition. Il concerne le musculo-squelettique. Il a été mis en œuvre par nos confrères et nos consoeurs de Grande-Bretagne qui travaille avec l'NHS, qui est l'assurance maladie en Grande-Bretagne, et qui, eux, donc, pratiquent l'accès direct depuis plusieurs années déjà. Donc je pense que c'est un très bon guide qui peut être utilisé par les kinésithérapeutes. Et encore une fois, je précise en dernier qu'il n'y a pas d'obligation à une prise en charge en accès direct. Ce n'est pas parce que vous participez à cette expérimentation que vous, en recevant un patient, si vous sentez effectivement que le tableau ne vous plaît pas, ne vous convient pas, ou que vous ne maîtrisez pas ce sujet, vous n'avez pas d'obligation à prendre en accès direct et tout de suite renvoyer vers la case médecin. Juste Oui. le guide sur les pathologies sérieuses là, avec les drapeaux rouges dont on vient de vous parler s'affiche à l'écran. Là, vous avez le QR code. Alors, bonjour. Bonjour. Julien Morin, qu'est-ce que signifie le diagnostic est déjà posé? Sur quoi devons-nous se baser pour ceci? Tu réponds, Sophie? Voilà, je dirais sur un ALD ou sur un courrier de transmission. En général, quand ils arrivent de l'hôpital ou quand ils sortent de chez un médecin, notamment chez un médecin spécialiste, ils arrivent en général nous voir avec un courrier de transmission dans lequel le diagnostic est pour nous déjà clair et déjà posé. Merci. Alors ça, je connais cette personne, une jeune kinésithérapeute, Bourgeois de Vaux, qui n'a pas laissé son prénom. Il faudrait associer à cet accès direct la possibilité de prescrire de l'imagerie. Donc la question est extrêmement politique. C'est absolument pas l'orientation qui a été prise par le législateur, qui souhaite expérimenter sans transfert de compétences. C'est ce que je vous disais au départ. Ce que je peux dire, c'est que l'énorme travail lobbying qui a été fait par l'ordre des kinésithérapeutes, rejoint bien évidemment par tous les syndicats. Les 3 syndicats sont très favorables à cette évolution. Mais cet énorme lobbying qui a été mis en œuvre n'est pas terminé. Ça va se poursuivre. Alors ça se fait devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc on verra ce qu'il adviendra de l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Mais en tout cas, on continuera parce que ça n'est qu'une étape. On ne s'arrêtera pas là. L'objectif, c'est bien évidemment d'aller plus loin. Et parmi les revendications d'un certain nombre de représentants de la profession, il y a la possibilité de prescrire de l'imagerie médicale. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet qui n'est absolument pas fermé. Le dossier n'est pas fermé. Mais pour le moment, ce n'est pas dans le cadre de l'expérimentation CPTS.
Marie-Christine Parodi, sur quel document inscrire votre nom pour le paiement des actes en accès direct? Comment envoyer la facture à la CGSS? Donc là, on est dans les dom-toms. Alors, Sophie, comment est-ce qu'on pratique comment est-ce qu'on réalise la FSE? Qu'est-ce qu'on met dans la FSE pour le flux Sécu? Donc, il n'y a aucun document à envoyer, c'est-à-dire pas de prescription, bien entendu. Et comme on s'auto-prescrit, il suffit sur le praticien de cliquer sur un onglet où sont renseignés notre numéro RPPS et notre numéro assurance maladie, le numéro AM, anciennement numéro ADELI. Et c'est avec ces éléments-là que les organismes de sécurité sociale vont nous identifier et vont pouvoir accéder au remboursement. On me demande s'il y aura un replay. Oui, absolument. Un replay sera mis à votre disposition. Monsieur De ou Madame de Machy, si l'on n'a pas accès au DMP ou si le patient refuse le DMP ou l'accès au DMP, que faisons-nous? Un peu. Moi, je dirais messagerie sécurisée, mailise, parce que ça reste un moyen de communication sécurisé entre le patient et le kinésithérapeute. Donc, pour transmettre des éléments médicaux, toujours passer par des messageries sécurisées. Merci. Oui, allez-y. Et après, le courrier qui peut aussi fonctionner. Qui fonctionne encore. Qui fonctionne encore. Bonjour, un tri ne serait-il, de Yann Ledu, un tri ne serait-il pas nécessaire dès la prise de rendez-vous en accès direct? Oui, alors c'est une obligation finalement pour le kinésithérapeute qui prend en charge en accès direct de transférer le patient au professionnel de santé qui sera susceptible de donner une réponse plus performante que celle que le kinésithérapeute pourrait donner s'il se sent effectivement pas en capacité ou s'il il évalue cette situation avec des drapeaux rouges, des exclusions qui lui fait craindre effectivement une autre pathologie ou une aggravation. Donc c'est une obligation de transférer. Donc le tri, encore c'est un terme que j'aime pas, mais l'orientation des patients, c'est sous la responsabilité du kinésithérapeute. Bien évidemment, il faut savoir dire non. Il faut savoir ne pas faire. C'est absolument pas une obligation de faire. Bonsoir. Dans le cadre de la rééducation du périnée, il est nécessaire d'avoir une ordonnance associée au formulaire de consentement afin de légitimer un acte invasif. Comment fait-on dans le cadre de l'accès direct? Sophie, Anne-Sophie Grosbost, madame. Ça, sujet extrêmement sensible. Allez, je commence et vous complétez. Alors, l'accès direct permet effectivement de faire un bilan, donc de pratiquer une rééducation, d'engager une rééducation. Dans le cadre de la rééducation urogynéco, je suis tout à fait d'accord. C'est compliqué. Le consentement, bien évidemment, à chaque acte doit être obtenu. Ça, c'est incontournable. Mais le fait de ne pas avoir de prescription n'interdit pas de faire les fameux actes invasifs, touchés vaginaux, touchés rectaux. C'est légalement, vous êtes parfaitement autorisé. J'attire votre attention sur le fait que dans ce cadre, encore plus que dans un autre, il faut bien évidemment respecter les recommandations de bonne pratique professionnelle. Voilà. Pas de déviance, pas d'acte déviant, encore plus qu'ailleurs, parce que là, vous êtes en parfaite autonomie et vous n'avez pas de prescription médicale. Mais vous pouvez faire ces actes-là, s'ils sont justifiés thérapeutiquement et selon les recommandations de bonne pratique, qui sont des recommandations qui s'appuient sur des techniques validées et non pas des techniques farfelues, illusoires. Si vous voulez compléter. Je vous invite à vous reporter à l'avis du Conseil national sur la pratique des touchés pelviens qui rappelle le cadre juridique et qui tient compte effectivement des nouvelles dispositions relatives à l'accès direct. Donc, allez lire cet avis qui est certes juridique, mais qui sera très éclairant sur le rappel du cadre. Sophie, tu veux compléter ou c'est... Non, je pense que j'ai rien à ajouter. Pardon. L'accès direct, Monsieur Perrin, Madame Perrin, l'accès direct étant une expérimentation, quels sont les déterminants à partir desquels on va être jugé? L'expérimentation sera réussie, si quoi? Enfin oui, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne connaît pas les déterminants, les critères sur lesquels l'expérimentation sera non pas jugée, mais plutôt évaluée. Donc nous, on aimerait les connaître de manière à pouvoir mettre en place, nous aussi de notre côté, des tableaux de bord
Pour moi, à titre purement personnel, ça sera une réussite si en fait on donne des réponses à des patients qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. Voilà, ça pourrait être une bonne réponse. Une autre bonne réponse, c'est qu'à chaque fois que vous avez un patient qui va chez le kiné, normalement, il passe par la case des médecins avant. Donc, il y a le coût d'une consultation médicale. On pourra effectivement voir sur le nombre d'actes qui ont été réalisés en accès direct, potentiellement le nombre de consultations médicales qu'ils ont fait économiser à l'assurance maladie. On pourrait aussi évaluer le recours à la kinésithérapie le plus précocement possible, qui évite les délais de prise en charge, l'errance thérapeutique, et qui fait que si vous prenez en charge un patient plus tôt, le traitement est plus court et souvent aussi plus efficace. Voilà, tout ça, ça peut être des critères, mais encore une fois, on est dans le flou le plus total, puisque les ARS ne nous auront pas indiqué, ni le ministère d'ailleurs, sur quels critères ils allaient se baser pour évaluer cela. Sophie ? Oui. Non, moi, on n'a aucune directive en ce sens sur l'ARS Occitanie. Je sais qu'il y a une ARS dans les Côtes d'Armor, je crois, qui avait communiqué quelques éléments. Mais ça n'a pas du tout été reproduit. Non, moi, je suis en Normandie, je suis ça de près. Je n'ai rien vu passer récemment avec mon ARS de Normandie. Madame la directrice, je crois que c'est pour vous, oui. ça. Alors, il y a quelques indices dans le décret dont je vous parlais tout à l'heure de juin 2024. Donc, effectivement, elles seront chargées de cette évaluation. Donc, on sait seulement qu'elles centraliseront annuellement tout au long de l'expérimentation les informations relatives à la qualité de la prise en charge. Voilà. Alors, notamment le nombre de kinésithérapeutes participants, le nombre de patients reçus, les motifs de consultation. Ah oui, il y a quand même une liste, oui. Le nombre moyen de séances pour ces patients, le nombre d'actes réalisés, le nombre de dossiers médicaux partagés, mis à jour, ainsi que les potentiels événements indésirables et le pourcentage de patients orientés vers un médecin. Donc, on a, oui, effectivement, un faisceau d'indices. Voilà, on ne sait pas si tout va être retenu. Non. En tout cas, c'est des critères sur lesquels cette évaluation devra se fonder. Alors, si vous voulez retrouver ça, c'est donc le décret. Alors, c'est l'article 5 du décret du 27 juin 2024. Qui sera en ligne, sur notre site internet. Vous pouvez le retrouver. Tout à fait. De Madame Fabienne Blaise. Dans le cadre de l'exercice coordonné, entorse de cheville, nous avons le droit de prescrire un arrêt de travail. Non, je l'ai déjà dit celle-là, je crois. Ouais. Bonjour, peut-on pour un même patient renouveler la prise en charge en accès direct pour 8 séances? Donc, je suis désolé, mais on m'a... Bonjour, voilà. Pour un même patient, peut-on renouveler la prise en charge en accès direct pour 8 séances pour différentes pathologies, bien sûr, dans une même année, en plus des 8 séances maximum? Alors, la première partie de la question. Pour un même patient, peut-on renouveler la prise en charge en accès direct pour 8 séances pour différentes pathologies? Qui veut répondre? Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de limitation et c'est pour une pathologie en particulier. Il n'y a aucune limitation. Donc, je pense qu'on peut renouveler sur le même patient pour différentes indications le processus de 8 séances sans diagnostic. Alors, en plus des 8 séances maximum réalisées, on peut effectuer le bilan. Je dirais, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit, à mon avis, en tout cas le faire. Le facturer, c'est votre problème. Mais si vous, en accès direct, encore plus qu'avec une prescription, mais même avec une prescription, on doit faire un bilan. Donc en accès direct, c'est inconcevable de ne pas faire de bilan. Enfin, moi, ça me paraît totalement inconcevable. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait d'accord. Après, vous n'êtes pas obligé de le facturer si vous ne voulez pas, mais bon, bien évidemment, il faut le faire. Le bilan initial et le compte-rendu des séances, je vous rappelle, ça doit être ajouté au DMP du patient. Et donc, Madame la directrice, il n'y a pas de limitation du nombre d'épisodes de soins, de 8 séances. Ça n'est absolument pas limité par le texte ou... Non, après, c'est le bilan qui va vous permettre de déterminer s'il peut y avoir des croisements. Oui. Après, moi, je n'ai pas les termes adaptés, mais c'est votre bilan qui vous permet de savoir si à un moment donné, une douleur à tel endroit plus une douleur à tel endroit fait que vous n'allez peut-être pas forcément renouveler le processus de 8 séances parce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle et qui fait que vous allez réorienter. Mais j'ai envie de dire, c'est la pratique
quotidienne, mais en tout état de cause, un patient qui revient pour toute autre chose qui, a priori, fait que dans votre bilan, vous ne faites pas de lien avec le premier épisode, voilà, cette limitation n'est pas prévue par les textes, en tout état de cause. Je ne suis pas en CPTS, mais en exercice libéral dans mon cabinet. Beaucoup de mes patients n'ont pas forcément accès à un médecin. Je trouve que ce serait bien d'avoir l'accès direct pour tous les kinés. Pourquoi ça n'est pas le cas? Alors, c'est une demande d'un certain nombre de représentants de la profession. L'ordre ne serait pas opposé à ce que tous les patients de tous les kinés puissent bénéficier d'un accès direct. Néanmoins, on connaît, en tout cas, pour avoir représenté le Conseil national de l'ordre aux côtés de la présidente Pascale Mathieu, à de très nombreux entretiens avec les parlementaires. Ça n'est absolument pas la volonté de tous les parlementaires de tous bords qu'on a pu voir. Les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, en parfaite cohérence avec les différents ministères, et Dieu sait s'il y en a qui sont, enfin ministres, Dieu sait s'ils sont succédés ces dernières années, ont tous dans les objectifs de stimuler, favoriser, promouvoir l'exercice coordonné. Ils veulent absolument reproduire l'exercice coordonné qu'on peut voir dans n'importe quel établissement de santé au niveau de la médecine de ville, en libéral. Ils veulent qu'on travaille en libéral de manière coordonnée, tout simplement. Donc c'est un moyen pour eux de promouvoir l'exercice coordonné que de le limiter aux situations, que de le limiter aux situations dans lesquelles les professionnels sont en exercice coordonné. Donc, ça n'empêche que la profession essaye effectivement, parce que je pense que tous les patients pourraient effectivement y trouver un intérêt, mais l'objectif du politique, c'est quand même de promouvoir à travers l'accès direct l'exercice coordonné. Donc, ça n'est pas inscrit à l'agenda politique actuellement. Mais en tout cas, vas-y, Sophie. Juste pour ajouter, une des missions socles des CPTS, c'est faciliter l'accès aux soins et travailler justement en coordination pour pouvoir fluidifier les parcours patients. Donc l'intérêt que ce soit porté par une CPTS, c'est que c'est plus facile quand on est en exercice coordonné d'accéder à un réseau de soins avec lequel on a l'habitude de travailler au milieu du projet qu'on a apporté ensemble sur la CPTS. Merci. Bonjour, si le diagnostic a déjà été posé pour une maladie chronique, sommes-nous limités dans la durée ou... Je suis désolé parce qu'on me rajoute des questions, donc ça fait sauter tout le... Quand je parle, j'aimerais qu'on ne me rajoute pas de questions, sinon je ne vais pas y arriver. Sommes-nous limités donc dans la durée ou pouvons-nous continuer les soins après les 1 an de la précédente ordonnance? À titre personnel, la majorité de mes patients en accès direct, en fait, ce sont des patients qui sont des chroniques, des patients chroniques avec des pathologies chroniques, et ça me permet effectivement de ne pas courir après les prescriptions pour renouveler. Voilà, le médecin il est très content, il est informé des suites, si ça va, voilà, de l'évolution en tout cas de ces patients grâce au bilan. Mais c'est la majorité de mes cas chez moi, c'est ça, c'est du renouvellement de patients chroniques. Pour toi? Oui, il y en a, mais on avait déjà cette possibilité par notre biais déjà de renouveler les prescriptions sur les patients porteurs d'ALED. Oui, la fameuse évolution aussi législative dont vous parliez, de la définition de la profession. Il y avait également une possibilité. Est-ce que, pardon, Madame la directrice, est-ce qu'on est limité dans le temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Ah non. Non, pas du tout. Alors l'expérimentation dure 5 ans, mais au-delà de ça... Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, voilà. Donc potentiellement, si vous avez commencé, et si vous êtes dans le cadre de l'expérimentation, si vous avez déjà renouvelé un soin chronique, en général on a des prescriptions de 6 mois, parfois aussi 1 an, bon, voilà, si vous avez renouvelé un soin, vous n'avez plus besoin de prescription. Je suis désolé, je me suis... Ah oui. Bonjour, ma demande de participation à l'expérimentation de l'accès direct a été acceptée depuis juillet. Qu'en faire? La mettre en œuvre, comme on vient de vous l'expliquer, avec toutes les conditions qui viviennent de vous être expliquées. Vous avez la main, vous regardez le live, vous l'enregistrez, puis vous appliquez toutes les recommandations qui vous ont été faites. Dans le but de présenter aux pharmaciens et aux médecins généralistes, de présenter l'accès direct, j'imagine, pouvons-nous, par l'intermédiaire de la CPTS, leur présenter l'accès direct kiné, leur fournir la liste nominative de l'ARS des kinés participant à l'expérimentation, sans craindre d'aller
contre le libre choix du praticien. Question extrêmement intéressante. La déontologie montre le bout de son nez. Alors, dans le but de présenter aux pharmaciens et aux médecins généralistes, pouvons-nous, par l'intermédiaire de la CPTS, leur présenter l'accès direct kiné? Bon, je dirais oui. Est-ce que vous validez, Madame la directrice? Oui, oui, tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de valider ce que je dis. Hein. Non, sérieusement. Voilà. Oui, oui, oui. Quand on commet des erreurs, il faut nous le dire. Donc, il n'y a rien, effectivement, qui pourrait vous l'interdire. Sophie, tu l'as fait? Non, pas du tout. Moi, je l'ai présenté dans ma maison de santé. Voilà, je ne détaillerai pas. Mais je l'ai présenté, effectivement, à l'époque. Donc, deuxième partie de la question, et leur fournir la liste nominative de l'ARS des kinés participant à l'expérimentation. Je vais vous donner la parole, Madame la directrice. Moi, ce que je ferai, je leur dirai, allez sur le site de l'ARS, le lien, je donnerai le lien, et vous pouvez consulter la liste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ce que j'aurais dit. Donc, c'est tout à fait ça. Et Sophie? Oui, exactement pareil. Je trouve que certains pourraient s'émouvoir du fait qu'une liste soit transmise, alors que de toute façon elle est publique. Mais faites attention, je pense que prenez des précautions, je pense que c'est mieux de laisser les pharmaciens et donc les médecins généralistes d'accéder à la liste des professionnels qui sont inscrits à cette expérimentation. Parce qu'effectivement, vous avez raison, dans la CPTS, vous avez des gens qui vont être inscrits et d'autres qui ne le seront pas. Donc ça peut être effectivement important pour les médecins et les pharmaciens de le savoir. Néanmoins, j'attire l'attention des pharmaciens sur le fait que c'est très compliqué de faire la promotion d'un certain nombre de kinésithérapeutes dans leur officine et pas des autres. Mais bon, vous n'êtes pas pharmacien, mais moi je serais pharmacien, je me méfierais quand même. Faites attention. Moi, je pense qu'il faut renvoyer les patients vers le site et les patients prennent leur responsabilité d'aller éventuellement vers un kinésithérapeute qui est en accès direct. Mais je ne voudrais pas que les kinésithérapeutes, moi le premier d'ailleurs qui suis en accès direct, je ne voudrais pas que la connaissance, enfin la possibilité, quand les patients ont la connaissance du fait qu'ils peuvent aller en accès direct chez moi, ça soit un moyen pour récupérer plus de patients. Vous voyez, ça peut être gênant, sachant que j'exerce pour ma part dans une zone prioritaire. Donc les problèmes pour avoir des patients, notre problème, nous, c'est surtout pour dire aux patients qu'on ne peut pas les prendre. Mais voilà, soyez quand même très prudents. Peut-on faire une poursuite de soins en accès direct sur un TER 16, alors je ne sais même plus ce que c'est quoi, c'est la bronchopathie. Ouais. Alors moi je pratique pas, j'ai pas ces actes-là. Je n'ai pas la nomenclature. C'est Stéphanie Meurice. Pour moi, c'est pas du tout lié à la nomenclature. Donc tous les soins de la nomenclature des enfants atteints de paralysie. Ah bah non, c'est la paralysie cérébrale. Ok. Donc j'ai jamais coté ça. Moi, il y a aucun. Je vois pas de. En fait, la nomenclature, qui est un dispositif issu de la convention avec l'assurance maladie, n'est pas limité. En fait, il n'y a pas de limitation de la nomenclature. Tous les actes qui sont dans la nomenclature sont susceptibles de faire le cas d'une prise en charge accès direct. Donc pour moi, non, il n'y a pas de limitation. Pas de limitation de pathologie. Quels que soient les actes de la nomenclature, pour moi, il n'y a aucun problème. Jean Assayag, bonjour, peut-on pour un même patient renouveler la prise en charge en accès direct pour 8 séances pour différentes pathologies? Bien sûr, mais je l'ai déjà posé cette question, je suis désolé. Peut-on utiliser l'accès direct? Et ça, tout cela, j'ai déjà posé. Donc, alors, possibilité pour des patients à domicile. Oui, l'accès direct à domicile, ça ne change absolument rien, que ce soit au cabinet ou à domicile. Les patients peuvent bénéficier effectivement d'un accès direct à domicile. Combien de cycles de 8 séances est-il possible dans une année? Si c'est vous divisez une année, enfin les 365 jours par 8, et vous avez à peu près comme l'a dit la directrice juridique, il n'y a pas de limitation du nombre d'épisodes pathologiques qui amènent à consulter pour 8 séances. Voilà, la question qui se pose, c'est sur le même épisode. Vous prenez en charge un patient pour une entorse de la cheville, vous êtes sans diagnostic, médical, vous êtes limité à 8 séances. Le patient, au bout d'un mois, il trouve que ce n'est pas terrible, il revient vous consulter. Il n'y a rien dans le texte qu'il prévoit. Certains sont allés dire qu'il fallait un break d'une certaine durée, d'un certain temps. Moi, je ne vois rien dans le texte. Potentiellement, ça peut effectivement être très redondant tout cela. Donc, oui, mais oui. Après, quoi qu'il en soit, on est limité par les 10 séances
du référentiel. Alors, il est bien précisé dans les recommandations de bonne pratique. Les recommandations de bonne pratique, c'est aussi le respect de la convention, de la nomenclature, et c'est bien évidemment le respect des référentiels. Donc une entorse de la cheville, c'est soumis à référentiel. Donc effectivement. C'était d'ailleurs un argument qu'on a beaucoup utilisé pour rassurer certains députés qui craignaient une explosion des dépenses kiné en ville, en disant mais oui, mais donc on leur dit non, les kinésithérapeutes sont des gens responsables, au moins autant que les médecins. Il n'y a pas de raison que ça explose. Les kinésithérapeutes soignent des gens qui sont malades, ils n'ont pas l'habitude de soigner des gens qui inventent des pathologies. Et que de toute manière, rassurez-vous, il y a des référentiels. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pathologies, au-delà d'un certain nombre de séances, le patient n'est plus remboursé. La suite. Possibilité pour une même partie du corps si le patient revient plusieurs mois après. Oui, respect du référentiel, et je vous dis, on vous l'a dit, il n'y a pas de limitation dans le temps des épisodes qui bénéficient d'un accès direct. Et si pas de médecin traitant, à qui envoyer? On a déjà répondu. Bonjour, j'ai débuté l'expérimentation d'accès direct aux soins kinés avec 3 patients, mais il faut envoyer notre bilan initial au médecin traitant. Comment fait-on si le patient n'en a pas? On a déjà répondu. Ce qui sera souvent le cas. La suite. Pas certain d'être dispo au moment. Si vous pouviez m'envoyer des questions. Non-possibilité d'acte par plusieurs praticiens sur un même patient. Alors voilà, c'est une remarque. Hein, c'est pas, il y a un point d'interrogation. Dixit, la CPAM. La CPAM, pour le coup, a raison. C'est une difficulté. Vous prenez en charge, dans le cadre de l'accès direct, un patient. Ce patient part en vacances, souhaite poursuivre les soins ailleurs, il est obligé d'aller voir, s'il va dans le Gers, d'aller voir Sophie Di Giorgio, parce qu'elle est en accès direct également. Mais je pense que légalement, un autre kinésithérapeute qui n'est pas en accès direct ne peut pas assurer la poursuite des soins. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le cas des remplaçants. Mais moi, ça m'arrange si vous me contredisez. Mais moi, plus les kinésithérapeutes peuvent exercer leur... Oui, enfin, moi j'aurais tendance aussi à répondre de façon assez sécurisée. Ou alors, vous voyez, alors là, c'est une vraie... Voilà, juridiquement, le sujet peut faire débat. Il faudrait considérer que l'accès direct chez le kiné serait une primo-prescription pour un kiné qui n'est pas en accès direct. Moi, je pense que juridiquement, ça aura du mal à tenir. Oui, c'est surtout qu'on ne peut pas rentrer dans un dispositif pour lequel on n'est pas éligible. Voyez. En tout cas, si la CPM vous a répondu non, ça veut dire qu'elle ne remboursera pas. Donc il faudra vous battre pour avoir le remboursement ou que le patient se batte. Donc vous voyez, là on aborde les limites. En revanche, on m'a posé la question, et je vais vous en parler tout de suite, pour le remplaçant. Eh bien moi j'estime, je pense, je ne suis pas le seul à le penser, que le remplaçant qui vient remplacer un kiné qui est dans l'expérimentation accès direct épouse la situation conventionnelle. Donc là, c'est plus que alors là, on n'est plus sur la situation conventionnelle, on est sur la loi qui habilite. Donc là, est-ce que tu penses qu'il peut pas? Pour moi, il ne peut pas parce qu'il n'est pas adhérent de la CPTS. Voilà, donc il faut qu'il s'inscrive, et il ne pourra pas s'inscrire s'il n'est pas du département. Donc là, ça pose un problème pour le remplacement des kinésithérapeutes qui sont dans l'expérimentation. Et donc, ils ne peuvent pas se faire remplacer, en tout cas sur les patients qui sont pris en charge en accès direct. Quel est selon vous l'intérêt d'avoir conditionné l'accès direct à l'adhésion à une CPTS? Exercice coordonné, c'est la promotion que veulent en faire les politiques. On a répondu « Bonsoir, si l'on travaille sur 2 cabinets différents, appartenant à 2 CPTS différentes, faut-il faire la déclaration 2 fois ?» 2 cabinets différents dans 2 CPTS différentes, il faut faire la déclaration 2 fois. Pour moi, il faudra envoyer le certificat d'adhésion de chaque CPTS. Voilà, voyez, on est d'accord là-dessus. Question inédite, hein, je ne l'avais pas vue celle-là. Est-ce qu'une fois que le nom est sur la liste, c'est suffisant? Est-ce que le numéro d'assurance maladie qui fait foi ou le RPPS? Alors moi, je ne me suis pas inscrit parce que je ne fais pas cette expérimentation, je ne suis pas dans un département. Mais Sophie, qu'est-ce qu'on demande pour l'enregistrement sur la plateforme? Le RPPS. C'est le RPPS, voilà, vous avez la réponse. Dans le cas suivant, je reçois un patient en accès direct, nous travaillons à 2 avec ma collègue. Elle aussi est inscrite sur les listes. Elle reçoit elle aussi mon patient dans le cadre de la continuité des soins. Doit-elle recréer un dossier? Elle aussi reposer un bilan? Oui, je comprends. En fait, le même patient est pris en charge par 2 kinésithérapeutes du même cabinet, j'imagine, qui sont tous les 2 en accès direct.
Donc, est-ce que chacun doit appliquer le protocole prévu par le décret, là, c'est-à-dire bilan, compte-rendu médecin, envoi DMP? Très bonne question. Très bonne question. Pour une même prise en charge? J'ai pas la réponse. Pour pour un même patient. Pour une même prise en charge ou non, parce que finalement. Pour moi, c'est quand même compliqué de faire deux bilans. Il y a un bilan initial et après c'est fini. Et après que chacun, au titre de l'indépendance, fasse son propre compte rendu au médecin, ça me pose aucun problème. Mais le bilan 2 fois, à mon avis, ça passera pas pour la Sécu. Ah non, en facturation. Bonsoir, si on travaille sur deux. Dans le cas suivant, non, bah ça je l'ai déjà dit, pardon, excusez-moi. Comment gérez-vous les antécédents et traitements des patients complexes? Françoise Deveux. Comment gérez-vous les antécédents et traitements des patients complexes? Alors moi, il se trouve que les patients complexes, puisque j'en ai, qui sont en accès direct, puisqu'il y en a qui en bénéficient, ce sont des patients qui, au départ, depuis plusieurs années, ont une prescription régulière d'un médecin. Donc, je le gère comme je le gère à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une évolution de la situation de l'état de santé du patient, j'en informe le médecin, comme j'ai toujours fait. Ça se faisait soit par un bilan, souvent par SMS, avec des photos. Parfois, ça aide le médecin à orienter ses décisions. Et voilà, ça ne change absolument rien. Pour moi, c'est exactement la même chose. Si on fait un bilan, si on repère dans notre bilan une évolution plutôt défavorable de la situation du patient, on informe le médecin traitant. Et encore une fois, ça n'est pas une obligation. Et si on estime que c'est périlleux de poursuivre la rééducation, on attend la prescription du médecin pour éventuellement poursuivre la rééducation. Il n'y a pas d'obligation à prendre en accès direct, mais bien évidemment sur les patients complexes. Tu es d'accord, Sophie? Oui, juste, je n'ai pas bien cerné le contour de la question parce que quand on commence à pratiquer l'accès direct, on a déjà les cabinets qui sont avec des patients, soit des patients qui ont donc déjà des pathologies complexes pour lesquels on a un suivi régulier, etc. Et nos confrères se posaient souvent la question de savoir comment on allait organiser les cabinets avec de l'accès direct, parce qu'on n'avait déjà pas de place pour prendre en charge. Donc, comment allait-on faire pour faire de l'accès direct et faire du soin primaire, en fait, de l'accès en soins primaires. Donc, moi, je dis que c'est juste une organisation du cabinet, en fait. Donc, il faut, à mon avis, avoir un temps dédié pour les patients dits chroniques et un temps dédié pour faire de l'accès direct, un bilan qui va prendre un peu plus de temps qu'un créneau pour ma part, un peu plus de temps qu'un créneau d'une demi-heure parfois, pour réaliser un bilan complet et s'assurer de la suite des soins. Donc c'est une question d'organisation. Et beaucoup de cabinets sont un peu effrayés à l'idée de l'accès direct, juste parce qu'aujourd'hui, les cabinets ne sont pas dans une configuration pour ça. Mais le but, c'est d'évoluer et d'aller vers ce type de pratique. Merci. L'accès direct est conditionné à l'adhésion à une CPTS, mais est-ce que la CPTS peut mettre en place des conditions à cet accès direct? Allez-y, madame la directrice. Non, enfin, rien qui ne soit pas prévu par les textes. Voilà, c'est les textes, rien que les textes. La CPTS, toute CPTS qu'elle est, ne peut pas générer du droit. Voilà, donc elle doit s'aligner sur les textes. Elle ne peut pas créer des conditions qui seraient restrictives par rapport à ce que permet le texte. Hors diagnostic, s'agit-il uniquement d'accès direct en aigu? Non, absolument pas. On a parlé des pathologies chroniques. Par exemple, pour promouvoir cet accès direct, je comptais en parler à des clubs de sport. Or, il est assez courant qu'ils aient des anciennes LMA récidivantes, des chevilles instables. Est-ce éligible sans ordonnance? Absolument, absolument. Mais alors, en plus, dans les clubs sportifs, je vous rappelle que depuis 2016, avec cette nouvelle définition de la profession, il y a quand même un élément qu'on doit prendre en compte depuis 2016, qui est la possibilité de prendre en charge dans le cadre de l'urgence et de l'absence du médecin. Voilà. Donc ça, c'est déjà dans le texte depuis 2016. Oui. Donc, et c'est ce qui protège les kinésithérapeutes qui interviennent sur un terrain de sport sans prescription médicale. Ils le faisaient sans prescription médicale, sans présence d'un médecin. Ils sont couverts depuis 2016. Après, pour répondre à la question, bien évidemment, les chevilles instables, les entorses récidivantes,
s'il n'y a pas de diagnostic, limité à 8 séances. On nous demande souvent ce qu'est un diagnostic médical. Je ne sais pas si on ne l'a pas précisé. Un diagnostic médical, bon, alors c'est effectivement la prescription d'un médecin. Ça peut être le fait de bénéficier d'une couverture affection de longue durée, une pathologie bien identifié. Ça peut être un compte-rendu opératoire, ça peut être un compte-rendu radio qui exclut toute lésion osseuse suite à une entorse de la cheville, qui permet effectivement d'exclure directement un drapeau rouge. Voilà. Compte-rendu des urgences, les urgences le font souvent. Voilà. D'autres, non? Oui. Excusez-moi, j'arrive dans la réunion, mais faut-il s'inscrire pour participer à l'accès direct ou le fait d'être kiné dans le Rhône suffit? Non, il faut s'inscrire, madame. Il faut s'inscrire, vous aurez tous les détails. Oui, c'est Valérie Châtelet. Vous aurez tous les détails sur notre site. On ne va pas redire ce qu'on a déjà dit et vous pourrez revisionner ce live. Dans les obligations, nous devons déposer le bilan initial et le compte rendu de suivi des séances. Oui. Y a-t-il d'autres obligations administratives? Non. De mémoire, non. T'en vois d'autres, toi? Oui, et donc tenir à disposition de la sécurité sociale pour justifier des soins et de la facturation des soins, il faut soit avoir pas plus qu'avant, pas plus que non, pas plus qu'avant, mais administrativement, il faut quand même être prêt à justifier tout ce que l'on a entrepris. J'avais entendu parler d'indices à déposer sur un portail de l'ARS Réunion. Doit-on tenir des tableaux spécifiques? Alors, il y a peut-être des protocoles spécifiques pour la Réunion. Moi, je n'en ai pas l'information, donc je ne peux pas vous répondre. Rapprochez-vous de votre conseil départemental de la Réunion Mayotte. Mais moi, je n'ai pas cette information-là, en tout cas dans ma région. L'ARS m'a notifié un dossier accepté en août. N'est-ce pas suffisant pour démarrer l'accès direct? Comment savoir si la CPM a été mise au courant? Alors, m'a notifié un dossier accepté en août. Ça dépend ce que vous appelez notifier un dossier. J'imagine que le dossier a été validé par l'ARS. Donc oui, vous pouvez débuter l'expérimentation. Pour moi, dès que la transmission dès que votre nom apparaît sur la liste qui est consultable sur le site de l'ARS, c'est que les données ont été transmises à l'assurance maladie. Voilà. Exactement. Et donc, la deuxième partie de la question, quid de la gestion du patient ayant besoin d'un traitement médical complémentaire, quand bien souvent, ou immobilisation en aigu? On renvoie du coup, perte de temps. Alors, vous débutez les soins et vous obtenez effectivement une consultation avec le médecin en parallèle. Donc, c'est aussi, alors, effectivement, dans ce cas d'espèce, ça augmente un peu la charge sur le kinésithérapeute, mais c'est tout l'intérêt du dispositif parce que ça permet quand même de donner une réponse au patient qui non serait livré à lui-même. Donc il vaut mieux effectivement se raccrocher à la consultation du kinésithérapeute en accès direct qui, lui, permettra au patient d'obtenir un rendez-vous avec un médecin si le kinésithérapeute l'estime nécessaire. C'est la fluidification du parcours de soins et l'amélioration par l'exercice coordonné. En cas d'activité au sein d'une MSP, peut-on déjà faire de l'accès direct? Absolument, depuis depuis 2023, pardon, 2023. Et puis la transposition dans l'avenant conventionnel. Oui, vous pouvez déjà le faire. Là, il n'y a pas d'inscription, c'est beaucoup plus facile, mais ce n'est pas du tout le sujet de ce soir. Qu'est-ce que ceci change pour les kinés déconventionnés? Ça change tout, parce qu'un kiné déconventionné, donc c'est un kiné non conventionné, n'a pas plus le droit de prendre un patient sans prescription médicale qu'un kiné conventionné. La convention n'a jamais restreint les conditions d'exercice de la profession. C'est la loi qui restreignait les conditions d'exercice à une prescription médicale, que l'on soit conventionné ou non conventionné. Quelqu'un qui n'est pas conventionné, s'il n'est pas dans une CPTS, et ça va être compliqué si on n'est pas conventionné dans une CPTS, s'il n'est pas dans une maison de santé, ça va aussi être très compliqué, il ne peut pas prendre un accès direct. Quelqu'un de déconventionné n'a jamais pu prendre un accès direct. Jamais. Donc là, je suspecte sous cette question peut-être une pratique ancienne, mais qui n'est pas du tout conforme à ce que dit le texte. Tout à fait. Est-ce que la prescription, c'est un problème conventionnel ou c'est un problème de la loi qui définit la profession? C'est la loi qui vient, c'est le législateur qui donne les conditions qui permettent à un professionnel de santé d'exercer. Donc la prescription, c'est prévu effectivement par un texte législatif, la convention n'étant que de niveau réglementaire et donc inférieur.
Donc vous l'avez dit, hein, entre parenthèses, ils restent normalement soumis, ils sont bien évidemment soumis à la prescription médicale, mais je pense qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier leurs patients, parce que je ne pense pas qu'on va trouver des kinés conventionnés en exercice coordonné. Quid de la gestion du patient ayant besoin d'un traitement, ça je l'ai déjà dit. Bonsoir, dans le cas de l'accès direct, la cotation du bilan effectué est-elle accessible au remboursement tel que dans la convention? Bah oui, c'est évident. Oui et oui. En sus des 8 séances, oui, absolument, c'est en plus, vous facturez les séances. On l'avait déjà dit. Sur le site de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, il est écrit « La liste des kinésithérapeutes sera publiée trimestriellement sur cette page en application de la réglementation. Puis-je faire de l'accès direct dès maintenant ?» Bah, si vous êtes sur la liste, oui. Si vous êtes sur la liste, oui. Si vous n'y êtes pas, voyez avec l'ARS, mais si vous êtes sur la liste, bien évidemment. Alors, trimestriellement, moi, je n'avais pas cette notion. Moi non plus. En tout cas, moi, je suis informé par l'ARS, en tant que représentant de l'ordre, de la mise à jour de la liste. Voilà, j'ai reçu ça, je crois, la semaine dernière. Mais je ne sais pas. Beaucoup d'ARS, en fait, n'ont pas mis les listes à jour et beaucoup de kinésithérapeutes se sont inscrits et ne voient pas encore leur nom apparaître. Donc, dans ces cas-là, rapprochez-vous de l'ARS pour savoir si soit... moi, j'ai posé la question, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse sur l'ARS Occitanie. Savoir si d'ores et déjà, les kinés peuvent quand même commencer à pratiquer l'accès direct ou s'il faut vraiment attendre la publication de la liste. Et dans le premier cas que je vous ai donné, j'ai demandé si on pouvait augmenter la mise à jour des listes. Alors, une question d'un Normand. Donc, Patrice Le Prince, c'est le président de l'URPS kiné Normandie. Plutôt que de multiplier les 8 séances en accès direct, j'imagine, si les 8 premières ne suffisent pas, ne faut-il pas réorienter vers le médecin traitant? Oui, tout à fait. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il convient absolument. de faire. Toutes mes excuses. Absolument. Surtout si vous estimez qu'il en faudra une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Bah oui, ça ne sert à rien de faire le yo-yo. Non, c'est plus simple pour le patient. Bonjour, nous rencontrons beaucoup de difficultés avec les logiciels métiers pour mettre le compte-rendu kiné sur le DMP. L'accès direct ne risque-t-il pas d'être freiné par le DMP? Sophie? Moi, en fait, il y a un bloquant pour le logiciel que je connais et que j'ai dans mon cabinet. C'est la nécessité d'avoir vérifié l'identité du patient par le biais de l'INSEE. Je ne sais pas si vous voyez de quel onglet je parle. Et en fait, on ne peut pas incrémenter quelque chose sur un dossier médical si ce volet-là n'est pas dans le vert. C'est-à-dire si vous n'avez pas justifié de l'identité du patient avec sa carte d'identité ou un autre moyen de vérifier son identité. Donc, quand vous avez la carte vitale, en fait, il y a 2 choses à faire. C'est créer, bien sûr, la fiche patient, mais aussi aller cliquer sur cet onglet de vérification de l'identité. Je pense que tout ça, c'est un moyen de sécuriser pour qu'il n'y ait pas une erreur d'aiguillage quand on rentre des données qui doivent être absolument sécurisées dans un dossier médical qui plus est partagé. Voilà, en définitive, pour la réception en accès direct, la notion de diagnostic peut-elle être la pathologie en ALD? On a dit oui. Une imagerie récente, si oui, quelle est la datation acceptée? Est-ce qu'il y a une date précise? Est-ce qu'une imagerie de 3 mois serait acceptée, plus qu'une imagerie de 6 mois ou de 15 jours? Est-ce que le texte le précise? Ah non, le texte ne précise voilà, rien. Donc il n'y a aucune. Voilà, rien n'est encadré au niveau du. Donc il faut que vous puissiez démontrer qu'effectivement, le diagnostic sur lequel vous êtes appuyé est tout à fait pertinent pour la prise en charge. Voilà, si c'est un diagnostic qui a 40 ans, effectivement, je prends toujours des exemples extrêmes, mais c'est à vous d'adapter. En fait, ça responsabilise effectivement la profession. On considère qu'on est une profession beaucoup plus mature, et donc c'est des situations que vous devez pouvoir apprécier effectivement. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre en charge en accès direct. Et après, vous avez une question, la fin de la question, c'est une ancienne ordonnance, voilà, etc. Définition de la pièce idoine juridiquement. Illicéité. À vous de jouer. En fait, est-ce qu'il y a une définition juridique du diagnostic médical dans ce cadre de l'expérimentation? Non, il n'y en a pas. Et comme voilà. vous le disiez tout à l'heure, ça peut être tout élément d'ordre médical qui se trouve dans le dossier et qui vous donne l'indication. Aucune définition juridique, donc c'est à apprécier au cas par cas. Et encore une fois, si vous sentez que les choses ne sont pas saines, claires pour vous, aucune obligation à prendre en charge. Non.
Mais c'est quand même... donc 2023, moi, ça fait un peu plus de 2 ans, c'est quand même très, très rare. Très, très rare. Dans l'immense majorité des cas, on n'est absolument pas démunis dans les champs dans lesquels on a l'habitude d'exercer, bien évidemment. Bonsoir, où s'inscrire pour participer? Bon, on a déjà dit tout cela, auprès de l'ARS, auprès de la CPM, c'est l'ARS. Bonjour, la pédiatrie peut-elle également bénéficier de cet accès direct? Oui. Il n'y a pas de problème. Tous les actes des kinésithérapeutes peuvent faire l'objet d'une dispensation d'accès direct. Un bilan neuromoteur ou orthopédique peut... bah oui, je pense que oui, je ne comprends pas, il n'y a pas de question, mais... Peut-on renvoyer directement vers un neuropédiatre ou un chirurgien orthopédique avec lequel nous avons l'habitude de travailler sans passer par le médecin traitant? Oui, le texte dit médecin traitant ou tout autre médecin pour renvoyer. Hein. Donc c'est oui. Oui. Là, oui, absolument. Vous pouvez renvoyer directement chez un médecin qui n'est pas le médecin traitant, qui est un spécialiste. Bonsoir, l'accès direct et l'adhésion à une CPTS doit-il être réalisé par chaque praticien d'un même cabinet libéral? Oui, l'adhésion est individuelle. Hein. Oui, la réponse est oui. Chacun doit faire la démarche. Ou bien l'inscription par le titulaire du cabinet permet-il aux assistants de bénéficier également de l'accès direct? Non. Bah non. Oui, non, bien sûr, il faut que ce soit effectivement, c'est individuel. Voilà, il y a un grand principe et normalement l'ordre est garant de ce grand principe, c'est l'indépendance du professionnel. Donc l'assistant qui est indépendant, au même titre que le titulaire, quand bien même il est assistant, c'est pas le titulaire qui décide ou qui fait les démarches pour lui, qui décide que si l'assistant veut être en accès direct, un titulaire ne peut pas empêcher l'assistant de faire la démarche pour être inscrit sur la plateforme de l'ARS. Et à l'inverse, si un assistant ne veut pas, un titulaire ne peut pas le contraindre. Voilà, c'est le respect de l'indépendance de chacun. Vraie question déontologique. Qu'est-ce que ceci change pour les kinés déconventionnés? Je l'ai déjà dit. Écoutez, voilà, je suis une précision, oui, une précision que nous n'avons pas apportée à ce sujet tout à l'heure. Nous parlions bien pour toute l'activité thérapeutique. Quand nous avons échangé, enfin nous avons apporté des précisions sur la situation du kiné conventionné versus déconventionné, nous nous sommes attachés évidemment au champ thérapeutique. Je tiens à le préciser. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a beaucoup balayé. Je n'ai plus d'autres questions qui rentrent. Ah, si, j'en ai une là. Bonsoir. Dans le cadre de la prise en charge hors diagnostic médical, la limitation à 8 séances est évoquée par épisode de soins d'une durée maximum de 3 mois. La notion de 3 mois, moi je ne l'ai pas, mais elle m'a peut-être échappé. Je répète la question. Florent Delesse, conseiller ordinal. Bonsoir Florent, président du CDO de Lyon, je crois. Bonsoir. Dans le cadre de la prise en charge hors diagnostic médical, la limitation à 8 séances est évoquée par épisode de soins d'une durée maximum de 3 mois. Moi, je n'ai pas cette notion dans le texte. Non, moi non. Alors, je pense que ça peut effectivement être des éléments qui sont ressortis de tables rondes, peut-être avec l'assurance maladie, mais ça, c'est pas certain. Mais cette notion-là, pour moi, n'existe pas dans le texte. Donc, ça aurait pour conséquence, donc, la limitation en 8 séances est évoquée par épisode de soins. Pour moi, ça n'existe pas. C'est une notion qui est rajoutée au texte. Peut-être. Enfin, voilà, c'est effectivement, comme vous le dites, ça a peut-être été ou alors ça vient peut-être de l'assurance maladie, mais en tout état de cause, rien dans les textes ne précise cette durée de 3 mois. Il n'y a rien d'autre que ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. Alors c'est peut-être une volonté de l'assurance maladie pour limiter effectivement les prises en charge d'imposer cela, mais ça ne relève d'aucun texte opposable. Il ne me semble pas qu'il y ait eu des avenants conventionnels qui viennent prendre en considération cette expérimentation et créer une limitation. Et quand bien même, enfin voilà, donc non, pour moi, non, Florent, je suis. Merci infiniment d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, ça m'était venu aux oreilles. J'avais entendu parler on m'avait posé la question et je ne savais pas répondre parce que je cherchais désespérément dans le texte, je ne voyais rien. Donc pour moi, non. Donc ça, c'est une appréciation, je dirais arbitraire. Charge à chaque kinésithérapeute, s'il ne respecte pas cette appréciation arbitraire, de défendre son cas d'espèce et d'expliquer pourquoi il a mis en œuvre à nouveau un épisode de 8 séances en prescription médicale
à moins de 3 mois. Pour moi, c'est tout à fait possible. Quelqu'un se fait une entorse dimanche lors d'un match de foot, il consulte le kiné le lundi, on fait 8 séances en accès direct, on n'a pas de prescription médicale. Il se trouve qu'au bout de 3 semaines, ça ne va pas du tout. Il sent une cheville instable, encore gonfle, enfin, je sais pas, avec des signes qui montrent effectivement qu'il n'a pas récupéré. Je ne vois pas ce qui, dans les textes, interdit de refaire un épisode de 8 séances. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment terminé cet échange extrêmement intéressant? Est-ce que vous m'avez renvoyé des questions? Oui, j'ai encore des questions, donc nous allons continuer. J'en ai encore 2. C'est un vrai plaisir. On est là jusqu'à... on n'a pas de limite. Vous êtes très très nombreux, il y a beaucoup de questions, donc on en est très content et on est là pour y répondre. Accès direct sans prescription donne lieu à 8 séances. Un bilan, bon ça... En CCL... Alors en CCL, je suis désolé de l'acronyme, ça m'échappe. CCL. CCL, si vous vouliez bien préciser votre acronyme. Si pas de diagnostic médical, on a le droit à 8 séances par pathologie. Si diagnostic médical, on est illimité dans les séances en fonction de... Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Bien. Je voudrais vous remercier infiniment d'avoir participé à cette séance qui n'est pas forcément très facile parce qu'il y a beaucoup de questions inédites. C'est tout nouveau comme dispositif. En tout cas, franchement, je vous remercie du fond du cœur. Je vais vous laisser la parole pour faire une première conclusion, puis je conclurai définitivement à la suite. Sophie, qu'est-ce que tu veux dire en conclusion ? Moi, je trouve que ce dispositif, c'est une chance pour faire évoluer un petit peu notre profession. J'espère que beaucoup d'entre vous vont ne pas hésiter à s'emparer de tout ça pour pratiquer un petit peu différemment. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir accéder à ce type de pratique. Voilà, merci à tous pour ma part. C'était un plaisir de faire ce live ce soir avec vous tous. Madame la directrice, si vous voulez... Juste un mot pour vous dire que le cadre juridique ne vous effraie pas. Lancez-vous et puis vous retrouverez le replay sur notre site internet d'ici la fin de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions à tous vos conseils départementaux, on est là pour y répondre. Moi, je pense que la profession, elle a évolué, on a beaucoup gagné en maturité. Je sais que le contexte actuel est très difficile pour tous les kinésithérapeutes. L'avenir est très incertain pour tous les Français d'ailleurs, pas que pour les kinésithérapeutes. L'avenir est très incertain. Mais bon, il ne faut jamais oublier que dans le dispositif de santé, de système de santé, au centre du dispositif, il y a des patients et qu'on est au service des patients et que je pense que cet accès direct, si la profession sait s'en emparer, est une véritable réponse. Ça permet de moderniser leur parcours, ça permet de le fluidifier, ça permet de répondre parfois à des situations pour lesquelles les patients n'avaient pas de réponse. Il y a un véritable enjeu en santé publique. Le législateur a fait confiance à la profession, de manière très restreinte certes, mais il fait confiance. C'est à nous d'être capables de s'emparer de ce dispositif et de montrer qu'on est à la hauteur des enjeux en matière de santé publique. Et moi, je suis persuadé que vous serez tous à la hauteur et qu'on arrivera à démontrer qu'en matière d'accès aux soins, le recours initial en accès direct à un kinésithérapeute peut améliorer effectivement les filières, faire économiser de l'argent, faire gagner de l'argent sur ces fonds solidaires de l'assurance maladie, et que cet enjeu ne se limite pas qu'à la prise en charge des patients. Il y a aussi tout un enjeu économique derrière, et je sais qu'on sera à la hauteur. Et nous répondrons à toutes vos questions, nous vous soutiendrons et nous essaierons effectivement de développer cet accès direct le plus large possible. Merci infiniment à tous pour votre participation, pour votre écoute, et n'hésitez pas à poursuivre les questions, on continuera à répondre par écrit. Bonne fin de soirée et très bonne continuation. Au revoir à tous. Au revoir.